Merci de nous recevoir chez vous pour évoquer votre œuvre, Monsieur Franta. Je dis Monsieur Franta, mais en fait votre nom originel est Monsieur František Merky. Et si je me permets d'évoquer ce point, c'est parce qu'il en dit long, il souligne votre parcours. Vous avez commencé à peindre dans l'école des arts de Brno, puis à l'Académie des beaux-arts de Prague, et vous êtes ensuite passé clandestinement en France. Quelles sont les raisons de ce choix? Pourquoi une telle rupture avec le pays natal? Cette rupture était conséquence d'une situation très tendue, très étouffante dans mon pays d'origine, et d'autre part la rencontre avec une femme, avec une Française, et notre envie de vivre ensemble nous a été interdit par la police tchécoslovaque à l'époque. Donc un jour j'ai préféré de partir pour réaliser les des envies de vivre avec cette femme et de faire la peinture sans être obligé de suivre les conseils du ministère de la culture soviétique, c'est Zhdanov, qui nous imposait de célébrer surtout la classe ouvrière et avec ses grandes personnalités. Pourquoi Franta? C'est mon prénom, c'est un raccourci de František. Et je fais un petit peu comme mon père qui, en 1939, quand Hitler a envahi la Tchécoslovaquie, mon père a quitté le pays et s'engagé d'abord en France, dans l'armée française, et s'est battu d'ailleurs à la frontière de Belgique, essayer avec les soldats français d'arrêter l'armée hitlérienne. Ils n'ont pas réussi. Il est allé par la suite en Angleterre et il est rentré en 1945 quand la guerre est terminée. Mais pourquoi Franta? Mon père a eu des problèmes aussi avec notre nom de famille, qui n'est pas facile pour un Français, la prononciation. Et à l'époque même, mon père, dans l'armée, on l'a connu comme Miloš. On a un peu effacé son nom de famille. Et je me suis dit que peut-être pour moi, pour faciliter le contact avec aussi bien les galeries ou avec les gens en France, je signe depuis 55 ans mon travail Franta. Alors effectivement, à regarder vos toiles, à les approfondir, on comprend très bien ce qui a pu vous opposer à la célébration du réalisme socialiste, à la glorification. Il y a chez vous un tourment, une préoccupation sourde, souterraine, qui vient intriguer, inquiéter. Et je voudrais, pour avancer vers cette œuvre, citer Thomas Messer, le directeur du musée Guggenheim de New York, qui a dit ceci à propos de votre œuvre: la condition humaine est le tourment majeur de Franta. Est-ce que cette analyse vous paraît exacte et d'où vient ce tourment majeur propre à notre condition? Ça fait un peu plus que 85 ans que je fréquente l'homme et il m'a montré à plusieurs reprises la dureté que l'homme est capable de. C'était aussi bien pendant la guerre et après c'était quand le régime communiste s'installait en Tchécoslovaquie. Donc mon intérêt pour l'homme depuis toujours
depuis les premières croquis, des dessins, aussi bien à l'école des beaux-arts que par la suite, c'était de regarder les rapports que nous avons avec tout ce qui nous entoure. Peut-être des choses qui nous aident à avancer et aussi des choses qui nous freinent des fois dans nos rapports. Et ces périodes, aussi bien pendant la guerre, qui m'ont fortement marqué, et par la suite apporté une certaine inquiétude pour savoir est-ce que l'homme a aussi des qualités positives. Et c'est vrai que c'est surtout sur le continent africain que je rencontrais cette qualité. Et il y a une quinzaine de séjours entre Kenya, Mali, Burkina Faso, Sénégal, m'a donné la possibilité d'approcher l'homme dans sa version simple, c'est-à-dire et à la fois simple et forte, la relation entre le ciel et la terre, et après une capacité de partager davantage tout ce qui les entoure. Nous, on s'enferme beaucoup dans une espèce de... Il y a l'égoïsme qui gagne, malheureusement, à tous les niveaux. Et sans vouloir idéaliser la vie sur le continent africain, je crois qu'il y a pas mal de questions à se poser. Alors, précisément, comme vous venez de le souligner, l'Afrique semble être une rencontre majeure que vous avez faite, et notamment avec le peuple Maasai. Dans quelle mesure cette rencontre a-t-elle influencé votre propre création? Qu'est-ce que ça a nourri dans votre propre art? Bon, intéressé par l'homme, j'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts de Prague, au point de vue création, ça a été très limité. Par contre, l'enseignement, aussi bien l'anatomie ou de toutes les techniques, même pour les fresques, travailler avec les architectes, c'était un petit peu mon rêve. Mosaïque, vitrage, tout ça. Donc, cette anatomie, c'était une connaissance peut-être un petit peu trop universitaire, et de me trouver en Afrique, entouré par les hommes dans la nudité, dans la simplicité, c'est vrai que ça m'a remis un petit peu en question la connaissance d'un corps, et surtout dans une liberté. Je ne vais pas idéaliser le monde africain. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes témoins des situations très, très difficiles, très dures, mais loin dans la nature, loin par exemple, au Mali, particulièrement au pays d'Ogon, c'était pour nous des moments exceptionnels. Aujourd'hui, c'est un pays où on ne peut pas envisager de... Et c'était la douceur même dans les années 80, 85. Alors, précisément, dans ce que vous évoquez, il y a cette notion d'anatomie académique, et il semblerait que le corps des hommes et des femmes africains ait apporté une autre vision du corps de l'homme. Mais
comme si c'était la terre des origines, le lieu d'origine de l'humanité, avec cette force, mais en même temps, il semble que très souvent ces corps soient accroupis, comme accablés, écrasés par une sorte de puissance, par un destin. Oui, il y a des situations. Vous savez, quand on a visité l'île Gorée, cette espèce de bâtiment, qu'est-ce que c'était où on a concentré les esclaves avant de les embarquer sur les bateaux et diriger vers les Amériques. C'est vrai que dans cet univers, dans ce marché d'esclaves, ça a été peut-être même plus écrasant que certains camps de concentration que j'ai connus en Tchécoslovaquie ou en Allemagne. Et donc il y a ce départ, cet arrachement à la terre africaine, un continent africain, et l'adaptation, peut-être difficile adaptation aux Amériques. D'ailleurs, c'est après la visite de l'île Gorée que je me suis dit, je dois aller aux États-Unis pour voir de quelle façon cette adaptation à un monde tout à fait différent se faisait, parce que bon, les renseignements par la presse n'est pas toujours, ne correspond pas toujours à la vérité. Hein. Mais et je suis allé, le premier séjour à New York, c'était surtout les quartiers Bronx, Harlem, Brooklyn, et j'ai eu des contacts tout à fait inattendus, et par la suite, je suis venu une dizaine de fois, à la fois pour travailler et pour exposer. Hein. Alors, dans cette connaissance et cette rencontre, connaissance de l'Afrique et cette rencontre avec l'Afrique, il y a aussi un lieu qui semble important pour vous, qui est le désert. Puisque ce désert est à la fois le lieu de l'ascèse, de la pureté, du retrait, mais en même temps, dans votre travail, c'est un lieu vers lequel convergent des déchets, des rebuts, comme dans le tableau qui s'intitule, si je ne m'abuse, Désert Corridor. Tout se précipite là. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer un peu plus précisément cette approche contradictoire du désert? C'est vrai que pendant nos séjours sur le continent africain, on a eu la première fois, je crois, c'était le désert marocain, par la suite algérien et tunisien. Si vous voulez, la nudité de ce paysage m'intéressait autant que la nudité de l'homme. Et cette origine et même la difficulté de maîtriser la nature, parce que malheureusement, bon, le désert continue, et l'homme, avec toutes les techniques possibles, n'arrive pas à l'arrêter, l'avancée de ce monde minéral. Donc, c'est vrai que aussi bien le paysage de Sahara ou d'autres paysages désertiques m'ont attiré et posé pas mal de questions. Alors, on est là dans la contradiction, et pour élargir cette notion de contradiction, j'ai lu, dans une approche critique, que votre œuvre était tendue entre le besoin de figuration et la défiguration, comme s'il y avait le désir de vouloir dire, de vouloir figurer, mais qu'en même temps, ce désir s'avérait impossible dans sa réalisation, et on le voit bien dans votre travail, souvent les visages sont effacés, estompés, et les corps eux-mêmes ne sont que des silhouettes parfois fugaces. Écoutez, il y a 55 ans, j'arrivais à Vence, et c'est vrai que pour moi, c'était encore une fois l'homme qui m'intéressait, donc la peinture figurative.
souvent dans les galeries, on m'a signalé que c'est déjà passé, c'est quelque chose, on ne le fait plus. La figure humaine, je suis resté parce que je ne me sentais pas sur ce thème, je ne me sentais pas attiré, je n'étais pas attiré par l'abstraction, tout simplement parce que j'avais envie de travailler sur le corps et sur la relation qui m'intéresse encore aujourd'hui et qui m'intéressait toujours avec tout ce qui entoure l'homme. Et la lutte entre l'abstraction et figuration, vous savez, ce qui compte le plus, c'est la peinture. Et la peinture n'a pas besoin des étiquettes et le classement. Moi, en partant, en quittant la Tchécoslovaquie, je me suis promis de ne jamais rien faire qui m'ont été imposés ou dictés. Et donc, c'est la façon de m'exprimer, de parler, de regarder le monde et de l'interroger. Alors, votre travail est très varié, mais il est varié aussi en fonction des techniques que vous utilisez. L'encre de Chine, l'acrylique sur toile, l'acrylique sur papier marouflé. Vous semblez explorer des pistes là. Comment se passe cette exploration? Est-ce que c'est le sujet qui dicte la technique? Est-ce que c'est la technique qui produit le sujet? Comment s'opère cette création? Écoutez, à la base, au début, c'est toujours le dessin qui met en place un thème, une espèce de situation. Et c'est vrai que, par exemple, l'encre de Chine m'a été pratiquement imposée après le premier séjour en Afrique noire. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'avais d'ailleurs Pierre Gaudibert, qui était le conservateur du musée d'art moderne de la ville de Paris, m'a proposé la première exposition importante de mon travail sur les premiers séjours en Afrique, et c'était les encres de Chine, les noirs et blancs. Je pense que ça a aussi cette simplification de rapport. La couleur, par la suite, elle a pris sa parole, mais vous savez, le papier, il y a une autre approche vers le papier que la toile. Le comportement est différent, et ce qui m'a beaucoup apporté, c'est la découverte des couleurs acryliques, parce qu'au départ, j'ai travaillé beaucoup en peinture à l'huile, classique, et cette façon de sécher rapidement m'a permis de corriger, de construire beaucoup plus spontanément qu'une peinture qui demandait chaque fois 3 jours, une semaine avant de pouvoir continuer de travailler. Et ce qui complète peut-être un petit peu mon travail, c'est la sculpture, parce qu'à l'école des beaux-arts, après avoir, à Prague, après avoir travaillé le dessin et la peinture, par exemple une tête ou un personnage, on nous a apporté après la terre, et on nous a demandé de faire plus ample connaissance du sujet, parce que c'est vrai qu'en faisant la sculpture, vous êtes forcé de tourner autour de la tête, autour du personnage, et la connaissance est beaucoup plus complète que... Alors, j'ai des périodes où, après avoir beaucoup travaillé, dessiné, j'ai envie de prendre la terre, et c'est un petit peu un prolongement de mon questionnement, de ma façon
découvrir le monde, de témoigner sur sa vitalité ou sur d'autres caractéristiques qui ne sont pas toujours... l'homme n'est pas toujours très beau Et en parcourant dans ses perspectives. votre site, on voit très bien ce passage de la peinture à la sculpture. Et on voit très bien comment les tourments s'expriment par le dessin, mais comment ils prennent une ampleur plus grande encore par la sculpture, avec finalement ce passage en 3 dimensions, quoi. Hein, il y a là quelque chose qui s'opère et qui est tout à fait fascinant. Alors, nous arrivons à la fin de cet entretien et alors, il me prend de vous poser une question simple qui pourrait se résumer en un mot, en 2 mots. Et maintenant, votre œuvre est connue dans le monde entier, internationalement. Vous êtes ancré dans la ville de Vence. Comment se passe cet échange entre cette réputation mondiale et cet ancrage dans cette ville que vous aimez? Et tout simplement, est-ce que l'on peut penser que bientôt on puisse observer, découvrir une rétrospective de votre travail dans notre ville? C'est pas à moi de décider. Évidemment, j'aimerais bien avoir cette possibilité de montrer mon travail. Mais c'est, vous savez, l'essentiel pour moi. C'est vrai qu'en arrivant en France, je suis venu à Nice parce que ma femme, enfin la femme que j'aimais, que j'aime, était à l'université de Nice. Et je suis venu ici en pensant Paris par la suite. J'avais l'impression qu'un artiste ne peut pas exister autrement que dans une ville où tout est en train de à la fois bouleverser et de bouger. Le pays séduit d'une façon... je ne sais pas si c'était la force de la nature ou peut-être aussi la qualité de l'homme que j'ai rencontré ici. Et après quelques essais à Paris, j'ai définitivement décidé de rester. 1000 km de Paris, c'est beaucoup. Hein. Ça, je l'ai payé cher parce que si vous n'êtes pas présent, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Mais je crois que quand la ville de Paris m'a proposé une rétrospective de mon travail, c'était dans les années 1974. La vie, c'est un petit peu... elle était devenue un petit peu plus souriante, parce que c'est vrai que pendant des années, ma peinture a été trouvée un peu trop dure et trop... pas assez plaisante, peut-être, je ne sais pas. Et par la suite, c'est dans la région, je crois que j'ai eu des possibilités de montrer comme des ensembles très importants au musée Picasso, au musée de la Castre à Cannes, au MAMAC à Nice, au musée de Menton à Haut-de-Cagne, musée Château. Bon, en Vence, il se trouve que, à part 2 expositions, c'est vrai que je n'ai pas trop montré mon travail, mais c'est pas moi, j'ai jamais eu j'ai jamais gratté à la porte je n'avais pas ce besoin, et aujourd'hui, s'il y a une proposition, c'est vrai qu'actuellement, pendant presque 30 ans, je n'avais pas le contact avec mon pays d'origine. Il se trouve que la situation a changé et je peux retourner là-bas. J'étais considéré comme traître de la classe ouvrière. Et actuellement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'avais des grandes expositions dans le musée à Prague et dans
dans une semaine, il y a une grande rétrospective dans la deuxième ville de la République tchèque, à Ostrava. Avance, je suis depuis 55 ans, je vais rester tant que je peux. Très bien, ben, nous continuerons d'explorer votre œuvre qui nous émeut, nous frappe, nous bouleverse. Et merci de nous donner à voir ce que vous nous donnez. Et merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour cette première approche de votre travail. Merci beaucoup, M. Franta. C'est à moi de vous remercier. C'est vrai que j'attendais ces contacts. On s'est rencontrés il y a 2 ou 3 ans. Et merci à vous.